C'est bon, nous sommes en direct sur Facebook. Je commence à accepter les gens qui étaient en attente, les personnes qui étaient en attente. Et d'ici 5 minutes, on va pouvoir commencer. Mais non. Est-ce que tu acceptes encore quelques personnes? Après, sinon, on peut commencer. Pour l'instant, il n'y a personne qui est en attente, mais c'est encore en train d'augmenter sur le live Facebook. On va essayer de commencer pour éviter d'être trop en retard, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques. Donc, merci d'être tous là aujourd'hui, hein. D'abord à nos intervenants, merci aussi au public qui a pu venir, est-ce que ça soit sur la page de l'antenne Jeune Amnesty ou celle de SONU. Du coup, moi, je suis Estelle Serem, je suis membre de l'antenne Jeune Amnesty International de Paris 1. Nous sommes ravis de vous recevoir tous et toutes pour cette conférence « Défendre les droits de l'environnement entre activisme et justice environnementale, quel dialogue possible ?» L'antenne Jeune est co-organisateur de cet événement, qui est en fait, elle représente Amnesty International, qui est une organisation militante pour les droits sociaux et politiques, comme définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Amnesty, l'antenne Jeune, existe depuis près de 10 ans. Hein. Nous avons des personnes qui n'étudient pas seulement à Paris 1, ce qui fait qu'on a un groupe très divers de jeunes allant du lycée aux études supérieures. Nous faisons en général 10 missions par an, mais compte tenu forcément de la crise sanitaire, nous privilégions aujourd'hui désormais les actions telles que cette visioconférence que nous avons le plaisir d'organiser avec le pôle environnement de l'association Sorbonne pour l'ONU, dont Charlotte fait partie. Alors, bonsoir à toutes et à tous qui nous suivent sur le Zoom et sur notre page Facebook, et bienvenue à cette conférence de l'association SONU en partenariat avec l'antenne Jeune Amnesty International de Paris 1. Alors, avant de commencer cette conférence, un petit mot d'abord sur l'association SONU que je représente ce soir. Celle-ci a pour but de promouvoir auprès des étudiants de la Sorbonne les valeurs des Nations Unies, et ce au travers des différents pôles et antennes qui la composent. Notre antenne a pour but spécifique de sensibiliser les étudiants à des problématiques environnementales. Ainsi, ce soir, l'antenne UN Environment a le plaisir de vous proposer cette conférence que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous présenter malgré les circonstances difficiles.
Comme vous le savez tous, hein, je vais vous présenter du coup le sujet de cette conférence qui est du coup tournée à l'occasion de cette journée mondiale de la Terre ce 22 avril. Nous avons donc collaboré afin qu'avec nos modestes moyens, nous puissions aujourd'hui mettre en lumière les problématiques autour de la défense des droits de l'environnement, en définissant tout d'abord les nombreux enjeux de la crise environnementale, les différents droits humains qu'ils intègrent, afin de mieux comprendre comment ils ont fait naître les courants et les différents narratifs de ces différentes voies d'action, mouvements de défense des droits à un environnement sain, particulièrement celui de la justice environnementale. Et dans un second temps, nous mettrons véritablement en avant les différentes difficultés de celles et ceux qui défendent les droits environnementaux de nombreuses façons, notamment entre mouvements citoyens et dispositifs juridiques. Pour ce faire, du coup, nous sommes rejoints par un merveilleux panel de 4 intervenants dont je vais laisser Charlotte présenter. Donc, nous avons premier Frédéric Schulz, qui est anthropologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, où elle est actuellement directrice du département scientifique Hommes et Environnement. Ses recherches, le plus souvent menées en interdisciplinarité, portent sur les relations entre hommes et milieux marins et concernent les savoirs locaux, les savoir-faire et les représentations de l'environnement, les formes de gouvernance des espaces naturels, incluant les parties prenantes et la question de leur réévaluation, font aujourd'hui l'objet de plusieurs de ses travaux. Elle expérimente et y analyse les démarches participatives afin de discuter et de prendre en compte la diversité des relations que les populations tissent avec leur environnement. Elle participe au conseil scientifique de la plateforme Océan Climate et est présidente du conseil scientifique de l'Office français pour la biodiversité. Notre deuxième intervenant est Sébastien Mabille, spécialiste du droit de la protection de la nature. Il est avocat au barreau de Paris et vice-président du comité français de l'Union internationale pour la préservation de la nature, associé fondateur du Seattle Advocate, cabinet intervenant sur les questions de protection de l'environnement. Docteur en droit et membre du groupe d'experts du Pacte mondial pour l'environnement. Estelle va vous présenter les deux derniers intervenants. Du coup, nous avons en troisième notre sœur Jeanne Goyer, qui est ma collègue de l'antenne jeune d'Amnesty International, qui va représenter en fait aujourd'hui Amnesty International France, qui est engagée pour inscrire les objectifs climatiques dans les actions de plaidoyer, de veille du droit, de vigilance et de soutien aux défenseurs de l'environnement, entre autres. Amnesty International France a notamment participé à l'analyse des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et aussi membre du Forum citoyen pour la RSE. En dernier, mais ce n'est pas... c'est quand même un très beau intervenant qu'on a pu avoir. On voulait avoir quelqu'un de jeune, c'est William Faze de Clamets, qui est en Master 1 langue étrangère appliquée, spécialisé en relations interculturelles et coopération internationale à l'Université de Lille. Il est impliqué depuis plus d'1 an au sein de l'ONG internationale Clamets, laboratoire d'idées et d'actions innovantes à destination des jeunes, dont il est désormais coprésident depuis janvier 2021. Son ambition est la suivante, faire de l'écologie plus inclusive en donnant avec différentes approches des clés de lecture aux jeunes. Donc, on va commencer notre conférence par plusieurs interventions. Je laisse la parole à Madame Frédéric Schulz. Merci beaucoup. Donc, alors je ne suis pas écologue, hein, mais on m'a demandé de faire quelques éléments de constat de la biodiversité aujourd'hui. Je vais donc m'appuyer sur les travaux de mes collègues. J'ai construit cette présentation en 3 parties, hein, les constats, une partie après sur ce qui me semble être un préalable pour agir, hein, sur le déclin de la biodiversité, et puis de vous présenter les leviers d'action sur lesquels on réfléchit actuellement. Donc peut-être pour commencer en introduction, reprendre des choses qui vont vous paraître basiques, mais qui sont quand même importantes à énoncer, c'est que le territoire français abrite une très forte diversité et notamment de nombreuses espèces endémiques, dont 80% d'entre elles sont situées en Outre-mer. La France a aussi une position particulière parce que les territoires sont situés à de nombreuses latitudes et concernent des milieux très diversifiés qui sont les milieux marins. C'est quand même la 2e puissance sur des espaces maritimes, et évidemment les récifs coralliens, des systèmes côtiers et terrestres.
C'est aussi, moi, ce qui me semble, étant anthropologue, quand même particulièrement intéressant, une diversité culturelle importante et que l'on doit prendre en compte quand on met en place des mécanismes de protection ou de gestion. La France est aussi impliquée au sein des négociations internationales, donc par son soutien aux instances de recherche, par son soutien aussi aux instances de réflexion, de décision, aussi bien sur les questions environnementales. On a cité, l'UICN a été cité tout à l'heure, donc c'est un des éléments, mais aussi sur ce qui a trait aux droits humains, les uns étant de plus en plus compris comme indissociables des autres. Alors, quelques éléments de constat sur la biodiversité. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que si on considère l'altération de la biodiversité, des sols, du cycle de l'eau, cette altération se produit à une échelle et probablement une vitesse inégalée dans l'histoire de la planète. Alors, je ne parlerai pas du climat parce que ce n'est pas ma spécialité, mais voilà, plutôt de la biodiversité et puis de l'eau. Donc, en France, l'état des milieux naturels est très dégradé. Il y a tout un tas d'études qui le montrent, notamment l'Observatoire national de la biodiversité. Peu de cours d'eau sont en très bon état écologique, selon les critères de la directive cadre sur l'eau. En 2017, il était mentionné que 29% des stations suivies en Outre-mer présentaient une diminution du recouvrement corallien, donc des problèmes sur évidemment les coraux. Les populations d'oiseaux métropolitains ont baissé de 24% entre la période 89 et 2019. Le récent rapport de l'IUCN de 2021 est assez édifiant pour tous les territoires français, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins, parce qu'il considère il révèle que 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens, 32% des oiseaux nicheurs, 19% des poissons d'eau douce et des crustacés sont menacés de disparition. De la même manière, si on s'intéresse à la flore, 15% des espèces sont menacées. Donc en fait, on a des diminutions très fortes d'espèces, mais aussi d'abondance de ces espèces. C'est les deux points qui sont très, très importants à considérer, la perte des espèces, mais aussi de leur abondance. Un autre point aussi, c'est la situation quand même très alarmante de l'outre-mer, parce que les territoires sont contraints, spatialement contraints. Ils possèdent une richesse en biodiversité qui est absolument exceptionnelle, mais ils cumulent beaucoup de pression, de la destruction, dégradation des habitats, les effets exacerbés du changement climatique, parfois des pressions démographiques élevées, et puis on connaît aussi les pollutions de longue durée, notamment l'exemple de la chlordécone aux Antilles, des activités économiques dommageables, leur paillage en Guyane, et par rapport à la métropole, on a aussi un déficit de connaissances sur ces espaces, et donc ces territoires nécessitent une attention très importante. Par rapport à ce constat, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'IPBES, que vous connaissez certainement, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a identifié 5 grandes pressions exercées sur la biodiversité, des pressions qui sont l'artificialisation des sols, et notamment sur le territoire métropolitain, c'est particulièrement important, et on l'a vu récemment à propos des débats qu'il y a eu sur la loi, la surexploitation des ressources, évidemment le changement climatique, puisque biodiversité et changement climatique sont étroitement liés, les pollutions de tous ordres, et puis les espèces invasives ou envahissantes. Donc, c'est sur ces différents leviers qu'il faut agir. Et puis, l'IPBES prône aussi un élément important à prendre en compte, c'est cette nécessité d'une transformation des sociétés en profondeur. Donc, aujourd'hui, c'est comment transformer ces sociétés, c'est une véritable question. Donc, dans une deuxième partie, ce qu'il m'intéressait de vous présenter, c'est le préalable qui me semble indispensable pour agir. Le préalable, c'est vraiment la nécessité d'un débat sur la question des relations entre humains
mais aussi entre humains et non humains, ce que j'appellerais non humains ou autres êtres vivants. Et donc, cette question de ces relations est sur celle de ce que l'on dénomme aujourd'hui l'habitabilité du monde pour les humains et les autres êtres vivants. Ces deux questions sont vraiment fondamentales parce que quand je disais tout à l'heure que l'IPBES prenait une transformation des sociétés, c'est quelle société, quel projet de société nous souhaitons construire. Pour cela, ça veut dire, entre autres, débattre sur les valeurs, les différentes valeurs et sur l'articulation entre ces valeurs. Aujourd'hui, il y a une littérature assez abondante en philosophie de l'environnement qui nous propose de s'intéresser à ces valeurs. Et s'intéresser à ces valeurs, ça veut dire aussi, après, considérer à chaque instant les conséquences actuelles ou futures de nos décisions sur notre société et les socio-écosystèmes, les écosystèmes, les organismes vivants qui les composent. Donc, je trouve assez intéressant et c'est assez relativement simple à appréhender, trois grandes valeurs dans un premier temps à discuter qui dans nos relations aux autres êtres vivants, qui sont ce qui est lié aux valeurs instrumentales, c'est-à-dire l'utilisation de la nature pour l'homme, pour la satisfaction d'un certain nombre de besoins humains. Donc ça, c'est des valeurs instrumentales. C'est principalement, on va dire, une valeur principalement mise en avant aujourd'hui. Il existe aussi les valeurs relationnelles qui sont plus difficiles à appréhender, mais qui sont vraiment les liens que l'on a avec la nature, indépendamment de tout bénéfice matériel. Et donc, c'est voilà, ce qui touche au bien-être. Et enfin, il y a une troisième valeur qui est importante à mettre en discussion aujourd'hui, c'est les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques de la nature ou non instrumentales. C'est vraiment la manière dont nous voyons notre lien à la nature et la valeur que nous attachons à la biodiversité ou aux entités naturelles, indépendamment de tout bénéfice matériel ou de toute relation. C'est-à-dire, c'est la nature pour elle-même, indépendamment de l'homme. Et donc, il nous semble aujourd'hui que ces trois valeurs doivent être discutées, être mises en débat et que l'on doit interroger à chaque fois que l'on propose ces actions et vraiment prendre en compte aussi cette valeur intrinsèque ou instrumentale, en tout cas à la discuter. Le débat me semble particulièrement important. Alors, ces valeurs qui sont des valeurs plus dans notre relation à l'environnement ne doivent pas effacer, bien au contraire, celles qui portent sur l'équité sociale ou sur l'égalité environnementale ou écologique. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de considérer l'ensemble des valeurs entre elles, c'est-à-dire dans nos relations aux autres êtres vivants et aussi dans nos relations aux êtres humains. Sachant que l'horizon, c'est quand même de garantir l'habitabilité de la Terre pour les humains et les non-humains, on ne peut pas considérer que certains humains pourraient bénéficier d'un environnement de qualité ou de l'accès à des ressources et pas d'autres. Donc, c'est vraiment un préalable. Ces inégalités écologiques et environnementales, elles regroupent des aspects assez différents. Les inégalités écologiques sont liées. Alors, c'est pas tout à fait stabilisé. Puis il y a les termes américains, anglo-saxons, pardon, sur la justice environnementale et la justice écologique. En France, on a plutôt tendance à utiliser inégalité écologique et inégalité environnementale, mais on peut dire que les inégalités écologiques sont liées aux différences dans la production de nuisances causées à l'environnement, les nuisances qui sont liées aux pollutions, prélèvements industriels, déforestation. Elles ont une dimension temporelle très forte parce qu'elles affectent les populations au présent, mais aussi dans le temps. Et ça, il faut le prendre en compte, ces questions de temporalité qui peuvent être assez longues. Et puis, les inégalités environnementales sont plutôt liées à l'exposition aux nuisances et ainsi que l'accès à ce qu'on appelle les aménités environnementales. Donc,
il y a aussi à considérer les relations entre inégalité sociale et inégalité écologique ou environnementale. J'espère que je suis assez claire. C'est assez complexe à appréhender parce que parfois elles peuvent se renforcer, parfois se neutraliser et parfois être en lien. On peut prendre comme exemple les populations les plus pauvres qui subissent de plein fouet les nuisances, qui peinent à profiter des aménités environnementales, et puis dans d'autres cas aussi des populations fragiles qui causent davantage de pollution, hein, si l'on pense par exemple aux passoires thermiques, à un habitat de très mauvaise qualité. Cette réflexion, elle est d'actualité, hein, puisque le président Joe Biden a mis en avant ces questions et a signé un décret promettant d'améliorer la justice environnementale en intégrant ces questions dans l'élaboration des décisions. Il s'agit pour lui de venir en aide aux communautés les plus défavorisées qui sont touchées par les effets de la pollution, mais aussi de la crise climatique. Cette question aux États-Unis, elle existe depuis longtemps parce qu'elle est liée notamment aux études sur les distinctions ethniques ou genrées et aux combats qu'elles engendrent. Et il y a vraiment une géographie de la ségrégation environnementale. En France, c'est pas encore assez développé. Des chercheurs travaillent sur ces questions-là, mais c'est pas encore développé. Et donc, ce que je voulais vous dire dans cette deuxième partie, c'est vraiment ce préalable qui me semble indispensable de discuter des valeurs et puis de ce projet de société que l'on désire construire ensemble. Il faut les débattre conjointement, collectivement. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Le conflit, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais il faut pouvoir, alors j'ai tendance à dire, équiper, outiller l'ensemble de la population pour pouvoir débattre. Alors, ma troisième partie, c'est un petit peu une partie prolifique sur les leviers d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cadre donc du Conseil scientifique de l'Office français pour la biodiversité? On a essayé d'identifier un certain nombre de leviers avec l'ensemble des collègues. C'est un conseil scientifique très interdisciplinaire. Et il y a 5 grands leviers qui sont apparus. Un premier, alors je suis scientifique, hein, donc premier, c'est les enjeux de connaissance. On a besoin de connaissances pour documenter les états. Je vous ai dit tout à l'heure, nombre d'espèces, d'abondance, diversité génétique, de documenter les dynamiques de l'évolution, qu'elle soit de la biodiversité, qu'elle soit remarquable ou pas, mais aussi dans une approche intégrative avec des connaissances des usages, connaissances des représentations, des organisations sociales, des aspects juridiques et économiques. Donc, il y a un très, très gros effort à faire sur les enjeux de connaissances. Deuxième levier, c'est évidemment tout ce qui touche à la préservation, à la gestion. C'est la délimitation des aires protégées, leur mise en place, leur gouvernance. Ça pose un certain nombre de questions, y compris dans les questions je vous l'ai dit, dans les valeurs intrinsèques. Comment on gère la nature? Est-ce qu'on la laisse librement évoluer? Comment on pense ces questions d'inégalité environnementale? Il y a les enjeux, alors je passerai très rapidement dessus, de restauration, et notamment, alors pour ceux qui sont un petit peu habitués, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Aujourd'hui, il faudrait quand même penser davantage à éviter qu'à compenser. D'ailleurs, ça ne marche pas forcément très, très bien. Et puis, les enjeux d'évaluation des politiques publiques, qui est un enjeu qui nous semble extrêmement important. C'est une question majeure, hein, c'est bien celle entre les ambitions affichées et l'évaluation de ce qui est véritablement fait. Alors, ça pose les questions, je vais aller très vite, hein, parce que je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, les questions de pertinence des politiques mises en œuvre, est-ce qu'elles sont vraiment utiles et proportionnées, les questions d'effectivité, mesurer la façon dont les normes juridiques sont respectées, et d'interroger les procédures de contrôle, de sanctions. On voit aujourd'hui quand même que la place du droit de l'environnement se pose, et puis le nombre de sanctions, hein, ça renvoie aux questions de préjudice écologique, ça renvoie à beaucoup de questions que vous connaissez. Et enfin, c'est l'efficacité de ces lois avec l'évaluation, loi et projet, hein, avec l'évaluation
par rapport aux objectifs qui sont visés. Tout en prenant en compte, c'est une question très complexe cette évaluation parce qu'il faut prendre en compte le temps de réponse des écosystèmes et puis aussi il y a des contextes qui peuvent être très différents et donc il faut aussi les prendre en compte. Mais c'est vraiment aujourd'hui la question de la prise en compte des enjeux sur la biodiversité. Cette question des évaluations des politiques publiques est majeure. Et enfin, bon, pour terminer très rapidement, les enjeux de transformation de la société, évidemment, ça touche tous les secteurs de la société, aux échelles individuelles ou collectives. Ça touche soit les modes de consommation, modes de déplacement, etc. Mais ça touche les entreprises, l'agriculture, la ville, le commerce, les transports, évidemment. Ça demande de débattre, je reboucle avec ce que je disais au début, sur les valeurs et donc notamment considérer le poids de cette vision instrumentale. Est-ce qu'on peut essayer de penser autrement qu'en ayant une vision la nature au service des hommes. Ça demande aussi une réflexion intégrative, c'est écologie, santé, équité, bien-être. Il faut penser l'ensemble ensemble, et l'ensemble, oui, c'est tout en même temps, et pas seulement l'écologie, et évidemment, du coup, des approches qui ne soient pas uniquement sectorielles des politiques publiques, mais plutôt, on prône une écologisation des politiques publiques. Et puis, voilà, pour terminer, je reviens sur cet aspect, c'est vraiment transformer le politique ou les politiques publiques, ce qui nous semble à nous absolument incontournable. Non, j'ai oublié un point et je m'arrête après, c'est aussi la place de la science, c'est comment permettre une acculturation aux sciences pour vraiment une appropriation des questionnements et puis une appropriation aussi de l'ensemble des données que j'ai pu vous résumer très rapidement au début. Donc voilà, je crois que j'ai peut-être un petit peu dépassé, mais pas trop. Mais ça a été clair, ça a été très clair et je vous remercie beaucoup de ces précisions. Du coup, on va laisser la parole à Monsieur Sébastien Mabille. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, le sujet de cette conférence, c'était le lien entre l'activisme et la justice et les actions judiciaires, et dans le but de défendre les droits environnementaux. Alors, ce que je vais proposer un petit peu sur la base de ma petite expérience et de ce qu'on fait ici chez Seattle Avocat, qui est un cabinet d'une quinzaine d'avocats dans différentes matières, dont le droit de l'environnement, un cabinet très, très axé sur le contentieux. Et donc, ce que je vais vous parler, c'est des liens entre activisme et contentieux stratégique dans le cadre de procès qui ont pour objectif de défendre les droits environnementaux, de ce qu'on appelle le contentieux stratégique, c'est-à-dire le contentieux qui vise aussi à faire évoluer la jurisprudence dans un sens ou dans un autre, en tout cas favorablement à l'environnement, on le souhaite, mais qui est aussi en lien avec une mobilisation citoyenne qui peut être menée par différents partenaires, dont les demandeurs à ces actions. Et j'illustrerai mon propos à travers deux actions que nous avons engagées depuis l'année dernière dans ce cadre-là. La première, c'est l'action, le procès contre la pétrolière Total sur le climat, qui vise pour simplifier en tout cas, à lui demander de réduire ses émissions dans des trajectoires qui soient compatibles avec les trajectoires compatibles avec le réchauffement 1,5 degré, avec l'objectif international qui est fixé à l'article 2 de l'accord de Paris, donc sur la base des trajectoires qui sont fixées dans le rapport 1.5 du GIEC d'octobre 2018, qui est très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous conseille la lecture si vous voulez être totalement déprimé avant de vous coucher, mais c'est important de le savoir. Et le deuxième contentieux, il est plus récent celui-là, c'est l'assignation qu'on a délivrée au groupe Casino, propriétaire de supermarchés, que vous connaissez, Naturalia, Monoprix, Franprix, etc., que vous fréquentez, j'imagine, quotidiennement, en tout cas fréquemment, et qui vise à dénoncer la responsabilité du groupe Casino dans la déforestation de
de l'Amazonie. Donc, vous voyez, sur ces deux sujets-là, nous avons des sujets qui sont des sujets globaux, environnementaux, qui sont liés aussi aux droits humains, parce que quand on porte atteinte à l'environnement, on porte aussi nécessairement aux droits humains, et au premier rang duquel le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé qui est garanti à l'article 1er de notre charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle. Mais je crois que je m'adresse ici à des juristes, hein, donc c'est des choses que vous connaissez. Et voilà, donc on s'appuie essentiellement sur une loi qui a été adoptée par le Parlement le 27 mars 2017, hein, la dernière loi adoptée par la précédente majorité, et qui est la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, avec cette conviction que pour faire évoluer les choses, finalement, on a soit la pression sur les gouvernements et sur le législateur pour faire évoluer la loi dans un sens favorable à l'environnement, soit la mobilisation citoyenne ou l'éducation, tout ce qu'on appelle les petits gestes qui, dit-on, cumulés, permettront de changer les choses. Hein, c'est changer nos modes de consommation et sensibiliser. Voilà, acheter une Twingo ou une Twingo électrique, ou même pas du tout de voiture, plutôt qu'un gros SUV, prendre le train plutôt que l'avion. Donc tout ça, ça suppose, notamment en matière de climat, ça supposerait que les 7 ou 8 milliards d'individus sur Terre soient collectivement convaincus de ces changements et décident tous ensemble de le faire. Bon, voilà, c'est une piste, hein, mais je pense que ça va prendre du temps, parce que moi, quand j'avais votre âge, déjà, on me parlait de ces petits changements, de ces petits gestes. Voilà, on disait qu'il fallait faire pipi sous la douche ou qu'il fallait fermer le robinet quand on se brosse les dents. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu dépassé cela, mais en tout cas, ça reste, à mon avis, ça reste insuffisant. En tout cas, ça reste nécessaire, mais en tout cas, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir prévenir les risques auxquels l'humanité doit faire désormais face. Et la troisième option, c'est celle de s'attaquer à ces grandes multinationales et en se disant que finalement, faire bouger une multinationale, déjà, ça peut avoir un effet d'entraînement parmi ses concurrents, hein, sur son marché. Et d'autre part, ça permet aussi d'avoir des conséquences pratiques beaucoup plus fortes, systémiques, voilà, et notamment à travers la loi de devoir de vigilance, pas uniquement en France, mais aussi à l'étranger. Et c'est aussi pourquoi on s'attaque à cette loi. Alors, très, très rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette loi oblige les très grandes entreprises de plus de 5000 salariés en France à élaborer et publier un plan de vigilance qui doit comporter une cartographie des risques que font peser ces activités, celles de ses filiales, celles de ses sous-traitants, celles de ses fournisseurs, partout dans le monde, sur l'environnement, les risques sur l'environnement, les droits humains, la santé et la sécurité des personnes. Donc, c'est extrêmement large. Donc, ça nécessite de faire une analyse approfondie de toutes les chaînes de valeur de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les risques, qu'on les a aussi hiérarchisés, de déterminer, de définir des actions adaptées de prévention de ces atteintes graves et de mitigation de ces risques. Et voilà, donc voilà cette loi qui est rentrée en vigueur en 2018. Donc on est dans le cadre des premiers contentieux, hein, donc nous en portons 2. Il y en a 2 autres qui ont été menés. Un autre qui vise également Total sur un projet en Ouganda, un projet gazier et pétrolier en Ouganda, porté par les associations Survie et les Amis de la Terre, et un autre enfin qui vise la société EDF pour un champ d'éoliennes, cette fois-ci au Mexique. Donc c'est pour l'atteinte des droits des communautés autochtones mexicaines et l'absence de concertation, en tout cas d'accord, etc., sur les conséquences de ce projet. Donc moi, je parlerai des 2 que nous portons, et un peu pour déterminer voilà, comment est-ce qu'on monte une coalition et quelque chose qui se rapproche à la fois de l'activisme et du contentieux judiciaire. C'est-à-dire on essaye un peu de lier les deux, avec à chaque fois des éléments communs. D'abord un sujet, une problématique environnementale qui soit importante. Donc évidemment le climat, et c'est le but de l'action totale. Alors là, c'est le risque majeur, hein, parce que si on a plus 4 degrés, on pourra faire autant de parcs et réserves
et de politique de la biodiversité, je ne suis pas sûr que les écosystèmes s'y adaptent, hein, donc c'est un peu la mère de toutes les batailles. Et pour Casino, le sujet, c'est l'Amazonie, la déforestation de l'Amazonie, qui est un problème qui concerne en premier lieu les pays du bassin amazonien, dont la France, hein, puisqu'il y a une Amazonie française. Frédéric Fluss l'a rappelé, il y a des enjeux aussi extrêmement importants dans notre Amazonie qui est la Guyane française. Mais l'Amazonie, ça concerne aussi tout le monde, puisque si l'Amazonie se transforme en savane, comme les scientifiques nous disent qu'elle est en train d'évoluer sous les fronts de la déforestation, eh ben c'est aussi le climat mondial et ça participera à l'effondrement de la biodiversité. En tout cas, ça l'aggravera pour cette zone qui est infiniment riche en biodiversité. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous et d'ailleurs, le président Macron avait, il y a 2 ans, qualifié d'écocide, hein, cette notion qui a été très imparfaitement reprise dans le cadre du projet de loi climat et résilience, mais en tout cas avait qualifié d'écocide les incendies qui se déroulaient en Amazonie et qui se sont déroulés aussi l'été dernier et qui vont encore se dérouler l'été prochain. Donc d'abord un sujet qui nous concerne tous et un sujet qui est fondamental. Mais il y en a plein d'autres, hein. Vous avez la pollution plastique des océans, vous avez les produits phytosanitaires et l'agriculture intensive, vous avez la finance, l'implication de la finance. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent donner lieu à ce type de contentieux, ce type de contentieux stratégique. Ensuite, une fois qu'on a déterminé sa problématique, et en général, on la trouve avec des associations, en discutant avec eux, parce que c'est eux qui portent ces plaidoyers. Ensuite, trouver un défendeur, c'est-à-dire une cible, de préférence français, pour qu'il soit soumis à cette loi sur le devoir de vigilance. Donc sur le climat, Total était vite identifié puisque c'est l'entreprise qui a la plus grande empreinte carbone, avec une empreinte carbone qui est supérieure aux émissions territoriales cumulées des 60 millions de Français. Donc c'est considérable. Et d'un point de vue historique, et ça ressort de travaux de chercheurs américains, c'est entre le 12 et le 15e plus grand contributeur historique mondial d'émissions de gaz à effet de serre, donc une responsabilité particulière. Casino pour l'Amazonie. Alors pourquoi Casino? C'est une entreprise française, mais Casino, ce que peu de personnes savent en France, c'est que Casino réalise la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique latine, dans 2 pays, l'Amazonie et le Brésil. Alors, en Amazonie, il détient 50% du marché de la distribution. C'est la première entreprise privée en Colombie. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et au Brésil, c'était jusqu'à récemment le premier supermarché, le premier groupe de distribution au Brésil, qui vient d'être dépassé par Carrefour, qui a racheté les supermarchés Big, donc Carrefour qui devient numéro 1. Mais la distribution au Brésil est intégralement contrôlée par des entreprises françaises, Casino et Carrefour. Donc Casino, c'était une cible idéale aussi parce qu'on avait des éléments qui permettaient de rattacher des morceaux de viande qui étaient commercialisés dans les supermarchés de Casino au Brésil, avec des abattoirs qui eux-mêmes se fournissaient auprès de fermiers qui étaient sur embargo, sur liste noire des autorités brésiliennes parce qu'ils avaient procédé à de la déforestation illégale, c'est-à-dire ces grandes fermes qui mettent le feu, qui sont responsables de la déforestation de l'Amazonie. L'élevage bovin, c'est-à-dire l'approvisionnement en bœuf, étant le premier facteur de déforestation de l'Amazonie, 80% de l'Amazonie, alors que le soja, on parle aussi beaucoup du soja qui rentre dans les chaînes d'approvisionnement de la viande et du fromage, des produits laitiers en France, hein, puisque c'est ce qui nourrit les animaux en Europe, et notamment les volailles et les cochons. Le soja concerne plus spécifiquement la destruction et la déforestation du Cerrado, qui est le biome qui se situe un peu plus au sud de l'Amazonie, et la région du Grand Chaco, qui est située à la frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Ensuite, une fois qu'on a cette problématique et ce défendeur, il faut trouver des demandeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont agir en justice, alors qui permettent à la fois de raconter une histoire et puis aussi d'avoir une certaine légitimité sur ce qu'on avance.
Alors pour le climat, on a choisi de s'appuyer à la fois sur des associations, et ce contentieux avait été imaginé avec notre affaire à tous, qui est une association que vous connaissez possible probablement, mais aussi on a décidé de s'appuyer sur des villes, sur des territoires, pour aussi raconter cette histoire, en tout cas démontrer que chacune d'entre elles, avec toute leur diversité, puisqu'on représente un petit village dans le Var qui s'appelle Corrins, la ville de Nanterre ou la ville de la Possession à La Réunion, que chacune est exposée au changement climatique à des degrés divers, et donc elle a un intérêt légitime à agir. Pour la déforestation de l'Amazonie, notre légitimité, elle s'appuyait sur les peuples autochtones amazoniens, qui sont les premières victimes de cette déforestation, et c'est pour ça qu'on a je vais dire démarché, mais on ne parle pas démarché, puisqu'ils sont aussi venus vers nous, les organisations représentatives des peuples autochtones de l'Amazonie brésilienne et de l'Amazonie colombienne, outre des associations françaises et américaines, et une organisation brésilienne qui s'appelle la CPT, Commission pastorale de la terre, pour la problématique du travail forcé, puisque cette déforestation a aussi des implications en matière de droits humains. Et on est en train de discuter avec Amnesty International, qui possiblement va rejoindre, dans le cadre d'une intervention volontaire, cette action pour dénoncer les violations aux droits humains qui sont consécutives de ces immenses incendies. Donc, une fois on a la problématique, le défendeur, les demandeurs, il faut trouver aussi les financements. J'en dis un mot, parce que des actions de ce type-là, ça coûte cher, entre 30 et 50 000 euros à peu près par action. Donc, il faut trouver aussi ceux qui vont financer les actions. Évidemment, ce ne sont pas les peuples amérindiens d'Amazonie qui vont les financer. Donc, il faut trouver des personnes qui financent ces actions. Et ensuite, une communication, parce qu'un contentieux stratégique, c'est pas forcément... L'objectif n'est pas uniquement de gagner, mais l'objectif, c'est de faire bouger les lignes, de faire bouger l'entreprise, de lui faire une pression. Et c'est là où se rejoint l'activisme que peuvent mener d'autres associations sur le terrain avec le contentieux. Par exemple, sur Casino, le lancement de l'action a été suivi par des actions d'Extinction Rébellion, qui n'est pas du tout partie à notre coalition d'action, mais Extinction Rébellion qui allait devant les supermarchés, Monoprix, Naturalia, etc., dénoncer le double jeu, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, comme ça que s'appelle cette campagne, le double jeu du groupe Casino, qui va faire des magasins véganes à Paris, qui va développer des produits bio dans ses produits Monoprix, parce qu'il s'adresse aux populations bobos des centres-villes, mais au Brésil, qui va vendre de la viande de bœuf sans s'assurer de sa provenance et en s'approvisionnement chez ceux qui mettent le feu à l'Amazonie, donc double jeu. Donc c'est là où se rejoint aussi l'activisme à proprement parler et le contentieux, et parce que tout ça a besoin aussi d'être alimenté. Et je crois aussi que là, il y a peut-être davantage de liens à faire entre ces procès et l'activisme qui peut être mené sur le terrain, sous des formes différentes. Je pense notamment à la création artistique qui pourrait être mobilisée, audiovisuelle. On a vu l'affaire du siècle, les beaux clips qu'ils ont fait avec des personnalités du monde du cinéma, etc., qui ont permis aussi de contribuer à cette mobilisation. La pétition de l'affaire du siècle, ces 2 millions de signatures, qui ont évidemment contribué à faire parler de ce sujet et en tout cas à faire pression aussi sur l'État, bien qu'on puisse regretter, au regard de la loi climat qui a été adoptée par l'Assemblée, que le succès de cette pression, en tout cas, il faut la continuer et tout le monde est d'accord. Donc voilà un petit peu sur... Et puis à la fin, je terminerai. L'objectif aussi, c'est d'avoir une jurisprudence qui soit favorable, de préférence, parce que moi, je ne fais pas ce métier d'avocat pour perdre des procès, mais pour les gagner. Et voilà. Et à travers cette jurisprudence favorable, de faire pression sur d'autres et d'avoir un effet d'entraînement pour faire évoluer ces grandes multinationales qui, chacune d'entre elles, finalement, peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes sur les changements systémiques qu'il faut opérer, comme l'expliquait Frédéric Schluos avant moi, pour pouvoir préserver cette biodiversité et rester dans un système climatique qui soit viable et soutenable et un monde habitable. Voilà, merci, j'espère que je n'aurai pas été trop long. En tout cas, merci aux étudiants qui m'ont invité à cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur Mabille, pour votre intervention très, très intéressante. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Jeanne Goyer. Alors, normalement, il y a un petit diaporama qui va s'afficher. Ok, parfait.
Alors, donc, pour rapidement me présenter, donc, je suis Jeanne Goyer de l'antenne Jeunes d'Amnesty International. Je vais, lors de cette conférence, représenter Amnesty International France, qui s'est engagée pour inscrire les objectifs climatiques dans une démarche parallèle de respect des droits humains et de leur promotion à travers le monde. Donc, tout d'abord, on peut se demander pourquoi Amnesty International s'engage aujourd'hui pour les droits environnementaux. Donc, pour comprendre cela, on va revenir sur les impacts, tout simplement, du dérèglement climatique en matière de droits humains. Donc, sur l'ensemble des droits humains de la DUDH, ce dernier impacte entre autres le droit à la vie, avec une menace pour la sécurité de milliards de personnes sur la planète. Les événements climatiques extrêmes dans les espaces à risque s'intensifient, comme le prouve l'ouragan Yolande, qui a semé la mort et la désolation sur son passage, faisant au moins 7500 morts aux Philippines. Mais le dérèglement climatique impacte aussi le droit à la santé. D'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et l'OMS, le dérèglement climatique devrait faire entre 250 000 morts chaque année entre 2030 et 2050 à cause du paludisme, de la malnutrition ou encore du stress thermique. Par ailleurs, il accroît les risques des maladies vectorielles et par conséquent les épidémies telles que l'on peut connaître aujourd'hui. Il porte également atteinte au droit au logement en provoquant le déplacement de nombreuses personnes. On estime que si la température planétaire augmente de 3 à 4 degrés, 330 millions de personnes pourraient être déplacées de façon permanente ou temporaire en raison notamment des inondations. Et enfin, le dérèglement climatique menace le droit à l'eau et à l'assainissement. Plusieurs facteurs démontrent que le dérèglement climatique affectera encore plus ce droit. Actuellement, environ 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, même avec une augmentation de la température de 2 degrés. 14% de la population mondiale souffrira d'une grave réduction des ressources en eau. S'ajoutent à cela les violations des droits des défenseurs et à la liberté d'expression et de la presse. Donc, alors que les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir, des personnes, dont des jeunes, se mobilisent pour demander des comptes au gouvernement et forcer les entreprises à être plus responsables. Pourtant, les défenseurs de l'environnement et de la terre sont trop souvent réprimés, ils peuvent même être assassinés. On compte environ 164 défenseurs de l'environnement qui ont été tués en 2018, selon le bilan annuel de l'ONG Global Witness. Le dérèglement climatique est donc une affaire de droits humains, non seulement en raison de ses conséquences dévastatrices, entravant l'exercice des droits humains, mais également parce qu'il s'agit d'un phénomène provoqué par l'humanité que les gouvernements peuvent atténuer. Donc après vous avoir dressé un tableau des raisons pour lesquelles Amnesty International se mobilise, je vais vous expliquer, après avoir pu en discuter avec une chargée de plaidoyer, la stratégie que les défenseurs d'Amnesty poursuivent. Donc sur une échelle globale, Amnesty International s'engage de plus en plus depuis 2009 sur les impacts du changement climatique en matière de droits humains. Depuis 2015, Amnesty a contribué à élaborer des normes, à publier des déclarations conjointes avec des partenaires et à dispenser des conseils à d'autres ONG. En 2018, la stratégie d'Amnesty International sur le changement climatique et la dégradation de l'environnement est concrètement mise en place pour la période qui s'étale de 2019 à 2024. Elle sera mise à jour régulièrement afin de prendre en compte tout simplement les éventuelles évolutions en fonction du contexte extérieur ou des décisions internes. Donc, les objectifs principaux d'Amnesty International sont entre autres de faire pression sur les gouvernements et les entreprises, mais également de promouvoir l'engagement des citoyens, en soutenant notamment les jeunes, les populations autochtones, les syndicats et les populations touchées. Amnesty demande une transition rapide et juste vers une économie sans carbone qui ne laisse personne de côté. La défense de l'espace civique, dédié à l'information, la participation et à la mobilisation, contribuera également à la promotion de politiques plus progressistes en matière de climat. En France, la stratégie est de tendre vers tous ces objectifs depuis le constat du Haut Conseil pour le climat, énonçant la mauvaise trajectoire pour la France en la matière. En tant qu'Amnesty International France, nous avons pour objectif d'analyser les mesures prises par le gouvernement français pour faire face à la crise climatique et de contribuer aux objectifs du mouvement international à l'égard d'autres cibles par nos actions concertées avec le secrétariat national et les autres sections. Donc, tout ce travail passe principalement par du travail d'alliance, de recherche, mais également du plaidoyer, de la communication, des actions judiciaires stratégiques, de l'éducation aux droits humains, du militantisme et du travail de campagne. Afin de ne pas rester trop théorique, il sera intéressant de vous faire part des actions dans le monde qu'Amnesty International a pu entreprendre. Donc, dans le monde, Amnesty travaille déjà directement et indirectement sur les effets au regard des droits humains de projets dont la finalité est présentée comme favorable à l'environnement. Sont par exemple soutenus les peuples autochtones, comme lors des relocalisations forcées au Kenya au nom de la protection de la forêt. Amnesty est aussi engagé dans le domaine de la responsabilité des entreprises et du devoir de vigilance lors d'atteintes aux droits humains, comme dans le cadre de l'extraction de cobalt en République démocratique du Congo et son utilisation dans la chaîne d'approvisionnement des batteries rechargeables. Amnesty a également travaillé lors du sommet de Paris avec d'autres organisations de la société civile pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils insistent pour que l'accord final mentionne bien la nécessité de respecter
promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme dans le cadre des politiques et actions relatives au changement climatique. Il s'agit de l'une des seules références de ce type figurant dans un accord environnemental mondial. Pour citer quelques autres actions, Amnesty International s'est allié avec Human Rights Watch ou encore Earth Justice pour plaider devant le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies, notamment dans le cadre des négociations en vue du Pacte mondial pour l'environnement. Pour ce qui est de la stratégie française d'Amnesty International, cette dernière a été finalisée de manière très récente, puisqu'elle date de 2020. Parmi ces activités, Amnesty a notamment participé à des sommets internationaux, aux marches pour le climat, à l'analyse des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et du plan de relance, et est membre du Forum citoyen pour la responsabilité sociétale des entreprises. Donc nous avons beaucoup d'autres actions encore, dont un échantillon peut vous être proposé sur le diaporama. Donc Amnesty travaille de manière générale avec de nombreux alliés. En France, il y a des associations, notamment Greenpeace, Youth for Climate, les Amis de la Terre, mais aussi des syndicats, des chercheurs et des universitaires et de nombreux juristes de l'environnement. Puisqu'être impliqué dans une démarche de respect de l'environnement et de sa défense n'est pas seulement extérieur, en interne a aussi été adoptée une série de politiques en matière de déplacement, d'énergie et de gestion des déchets et de sensibilisation du personnel. Le Bureau exécutif international a appelé en 2019 à veiller à ce que l'ensemble des réserves, actions, fonds d'investissement et instruments d'Amnesty ne soient plus liés aux énergies fossiles. Comme la mobilisation d'Amnesty International sur cette question est récente, certaines difficultés se posent, notamment le fait que Amnesty n'est pas forcément encore pleinement identifié comme travaillant sur le sujet. Il y a aussi un certain manque d'expertise et de capacité interne sur le sujet du climat spécifiquement. Et enfin, il est difficile de choisir des enjeux stratégiques parmi le champ des possibles et de les affilier aux programmes existants. Actuellement, en France, les actions pour le climat d'Amnesty sont sous la tutelle du programme de protection des populations et le devoir de vigilance est sous le programme responsabilité des États et des entreprises. Donc, pour finir sur cette présentation, nous voulions mettre aujourd'hui dans cette conférence en avant la plus-value que peut représenter Amnesty. En effet, avec près de 7 millions de sympathisants, Amnesty International pourrait jouer un rôle déterminant en mobilisant davantage le mouvement dans la lutte contre le changement climatique et apporter une certaine notoriété. Amnesty International est à même de toucher des secteurs du grand public, motivés en priorité par la défense des principes d'humanité et de justice sociale. Son implantation dans plus de 70 pays permettrait aussi d'allier action internationale et mobilisation nationale. Et enfin, elle dispose de compétences et d'une large expérience dans un certain nombre de secteurs dans lesquels les préoccupations relatives aux droits humains liées au changement climatique peuvent être mises en avant. Donc voilà pour ce que peut entreprendre à l'heure actuelle Amnesty International dans ce secteur d'action. Et je voulais, avant de laisser la parole, remercier Sabine Gagné, qui est donc chargée de plaidoyer au sein d'Amnesty et qui nous a permis de pouvoir représenter son travail au sein d'Amnesty et qui nous a grandement aiguillés pour cette présentation. Merci. Merci Jeanne de pouvoir représenter Sabine Gagné. Et je vais laisser la parole à Monsieur William Face. Merci beaucoup. Alors, moi, de mon côté, je vais plutôt vous parler un petit peu des méthodes qui sont employées à Climates, comment nos bénévoles militent autour des enjeux climatiques et aussi des problématiques qu'on peut avoir. Alors, ces problématiques, elles ne sont pas spécifiques à Climates, hein, évidemment. C'est, je pense, des problématiques que beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations connaissent et peut-être que certaines, vous les connaissez aussi. Mais c'était un petit peu l'objectif de montrer aussi quelles sont les contraintes, les limites et les problématiques que peuvent connaître certaines ONG. Donc, je vais commencer par un petit peu rappeler les objectifs de Climates, c'est-à-dire on essaye d'encourager la création d'outils innovants par nos bénévoles, donc de trouver des méthodes alternatives, notamment pour sensibiliser les jeunes aux enjeux des changements climatiques, en les formant à devenir acteurs et actrices du changement et dans une parallèle, mais qui est aussi très importante, d'influencer les décideurs et les décideuses politiques. Pour ça, on a 3 grandes méthodes à travers 3 grands pôles, tout simplement le plaidoyer, la sensibilisation et la recherche. Je reviendrai dessus un petit peu après sur ces 3 méthodes à travers des exemples plus précis et les contraintes qui sont liées à celles-ci. Climates aussi agit à 3 échelles différentes, donc à l'échelle locale, nationale et internationale. Donc évidemment, les problématiques que je vais présenter sont plutôt des problématiques nationales.
inhérent au contexte français, puisque je ne me vois pas présenter des problématiques à l'échelle internationale, alors que c'est dépendant de chaque contexte politique, culturel, économique, etc. Et je ne suis pas le bon représentant pour ça. Donc, si je reprends un petit peu les trois pôles que sont le plaidoyer, la sensibilisation et la recherche, la plus grande problématique, évidemment, et qui est peut-être la plus simple à trouver, c'est que la mise en place de projets nécessite des bénévoles et de nombreux bénévoles, puisque au sein de Climate, et je pense comme de nombreuses organisations, tout le monde n'est pas salarié. Donc, beaucoup de personnes sont là pour donner de leur temps. Et c'est la première problématique, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. On est libre quand on est bénévole. Et donc, créer des projets sur le long terme, ça peut être aussi compliqué, et notamment dans le contexte actuel de la crise sanitaire, où en fait, c'est très compliqué de créer un sentiment de communauté, de fédérer les gens autour d'un projet, dès lors qu'on ne peut pas se voir, qu'on ne peut pas se rencontrer, qu'on ne peut pas faire d'événements. Euh, et donc, actuellement, c'est une grosse problématique, je pense, aussi bien au sein de Climate que je pense, de nombreuses autres ONG. Et je fais le parallèle avec une autre problématique qui me semble très importante, c'est le problème financier et des ressources humaines qui en découlent, puisque aujourd'hui, on demande énormément aux ONG, aux associations. Elles sont responsables de beaucoup de programmes et en même temps, les moyens mis en place, les moyens financiers qui sont alloués sont assez peu nombreux. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'en tire comme conclusion à travers les nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec d'autres activistes et d'autres personnes qui travaillent dans des ONG, notamment climat. Euh, la problématique des financements, ça vient par le fait notamment que les pouvoirs publics et les institutions favorisent le financement de projets et non pas de ressources humaines, ou du moins dans une moindre mesure. Et donc, il est compliqué dans un cadre associatif de mettre en place encore plus d'actions, que ce soit du plaidoyer, de la sensibilisation ou de la recherche, hein, parce que, en fait, les financeurs, les bailleurs, demandent des résultats. Sauf que pour avoir des résultats, il faut qu'il y ait des personnes derrière qui mettent en place ces projets. Et on se rend compte que ça ne peut pas être, à un moment donné, quand on veut mettre en place des grandes actions, que des bénévoles. Puisque les bénévoles ont de nombreuses compétences, certes, mais il faut des personnes qui coordonnent, et donc c'est le métier, et donc c'est leur temps, leur emploi. Et donc là, c'est aussi une deuxième problématique où en fait, on se retrouve dans une volonté de mettre en place des projets, des actions, mais on ne peut pas salarier plus de personnes parce qu'on n'a pas les financements. Et donc, c'est quelque chose qu'on a, nous, identifié au sein de Climate, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres organismes. En termes aussi de communication, c'est une problématique. Pourquoi? Puisque comment parler, en tout cas pour notre part, à la jeunesse? La jeunesse, elle n'est pas homogène. Euh, tout le monde est unique. Et donc, comment faire une écologie, notamment pour nous, qui est inclusive? Et ça, c'est une grosse problématique, puisque on n'est pas représentant, je ne suis pas le représentant de la jeunesse. Climate n'est pas représentant de la jeunesse, on est représentant d'une partie, d'une frange de la jeunesse, de nos bénévoles. Mais comment vraiment parler au maximum au plus de jeunes? Alors évidemment, ça passe par des messages, ça passe par une manière d'utiliser les mots. Est-ce qu'on utilise plutôt, et Frédéric Schlutt en parlait en France, inégalité plutôt que justice? Il y a des études qui montrent que quand on parle d'inégalité, d'égalité, c'est plutôt des problématiques liées à la gauche politique, alors que lorsqu'on parle de justice, c'est plutôt de la droite. Donc, comment on fait pour inclure et parler à tout le monde? Et ça, c'est une grosse problématique. Et évidemment, en fait, je pense personnellement qu'on ne peut pas, à travers un seul message, engager tous les jeunes. Et en même temps, c'est compliqué de multiplier les messages puisque on ne peut pas être sur tous les fronts. Euh, une problématique qui est plus en lien peut-être avec ce dont parlait Jeanne, c'est au niveau juridique, il y a des contraintes. Et là, je vais prendre un exemple concret. Peut-être certains et certaines sont au courant. Il y a eu une action pendant 2-3 semaines devant l'Assemblée nationale pendant la loi climat.
et dont de nombreux et nombreuses bénévoles de Climates ont participé. En fait, ils étaient présents devant l'Assemblée nationale pour discuter avec les députés, pour montrer que la jeunesse se mobilise et en fait veut une vraie loi climat. Et donc, au départ, tout se passait bien. Et à un moment donné, le préfet de police de Paris a pris un arrêté préfectoral qui interdit cette manifestation euh, pour des raisons évidemment sanitaires. Et donc là, on a un frein juridique qui s'applique, notamment dans ce contexte de crise sanitaire, et comment on arrive à le dépasser pour toujours rester mobilisé, pour toujours montrer qu'on est là, on laisse pas, on reste mobilisé, on reste actif, on ne se laisse pas avoir par un arrêté préfectoral. Et donc, quand je parlais de solutions innovantes, euh, ça passe aussi par comment contourner un petit peu cet arrêté préfectoral ou d'autres mesures politiques. Eh bien, ces jeunes, en fait, ont décidé de se mettre à faire du sport tous ensemble. Ça a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, mais c'était une façon de continuer à militer, donc à passer au-dessus de cette contrainte, à passer au-dessus de cette limite qui nous était imposée et donc faire du sport avec des députés pour continuer à discuter, pour continuer à justement montrer qu'on est sur le terrain. Et puis au final, cet arrêté préfectoral a été annulé par une décision de justice. Mais voilà, il y a des freins qui sont mis. Évidemment, dans un contexte encore plus particulier qui est celui d'aujourd'hui. Mais je veux dire, c'était peut-être déjà le cas enfin peut-être le cas aussi avant. Euh, voilà. Et puis, dernier point aussi qui me semble important à mettre en avant, qui est une difficulté, c'est qu'il il y a tout cet agenda politique aussi qui met en lumière certains sujets et qui, du coup, en isole d'autres. Par exemple, si on prend actuellement, évidemment, il y a eu le vote pour la loi climat et résilience. Ça a mis le feu sous les projecteurs sur l'écologie, sur vivre dans un monde durable, etc. Donc, évidemment, à ce moment-là, on a un espace médiatique, on a un espace où on peut communiquer. Par exemple, y a de nombreux activistes qui vont sur les médias, les plateaux TV, les journées, etc., les journaux, pardon, etc. Et donc là, on a un espace où on peut réclamer des droits, réclamer plus d'égalité sociale, climatique, etc. Mais en revanche, quand on a des sujets politiques, par exemple, lorsqu'il y a eu la loi sur la sécurité globale, évidemment, très important de militer, etc., bah, évidemment, l'agenda politique bouleverse un petit peu aussi nos actions de plaidoyer, nos actions de sensibilisation, etc., puisque ce n'est plus la priorité et les médias et l'ensemble de la société se focalisent sur ce sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, bien au contraire, mais du coup, ça peut créer aussi des dynamiques qui peuvent poser justement des bâtons, encore une fois, dans les roues et donc des difficultés. Là, on arrive dans une période bientôt d'élection présidentielle et donc ça va être de nouveau, je pense, un moment où là, on va avoir une fenêtre importante pour justement faire en sorte que l'écologie, que la justice climatique, la justice sociale, que les inégalités soient prises en compte de manière beaucoup plus importante dans les programmes. Et je sais, et j'en suis persuadé, que la jeunesse sera mobilisée sur sur ces enjeux-là. Et, euh, et je reste optimiste pour changer les choses. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, William. C'est très important de le rappeler. Du coup, on va passer aux questions. On en a une qui a été envoyée dans le chat. Je vais essayer de synthétiser, qui est pour Sébastien Mabille, plus particulièrement, mais si les autres intervenants veulent y répondre, il n'y a pas de problème. Euh, du coup, c'est Monsieur Franck Kessi, si je ne me trompe pas, qui demande que dans les grands projets de développement des grands groupes français, il dit qu'ils ne respectent pas les normes de construction telles que l'Eurocode 8 ou les législations environnementales des pays du Sud, notamment dans les analyses d'impact environnemental. Et du coup, sa question, c'est comment pouvons-nous influer lui, si j'ai bien pu comprendre, fait partie d'une ONG internationale, comment ils peuvent influer pour contraindre ces groupes français à appliquer à minima les normes appliquées en France quand elles ne sont pas encore mises en œuvre dans les pays du Sud. Monsieur Alors, Sébastien Mabille.
Ouais, alors une entreprise, enfin, ça, d'ailleurs, le problème, c'est qu'une multinationale en droit, ça n'existe pas. Le droit connaît une entreprise française, une société mère française, et le droit, par exemple, si on est en Afrique du Sud, va connaître sa filiale sud-africaine. Mais en tout cas, cette réalité économique et multinationale n'a pas de réalité juridique, hormis cette loi sur le devoir de vigilance qui permet justement d'appréhender l'ensemble. Après, au niveau du respect des normes, la filiale sud-africaine est soumise au respect des normes de droit sud-africain. Donc là, je ne sais pas si on est sur une filiale ou une activité à l'étranger qui ne respecterait pas les normes du pays local. Dans ce cas-là, c'est dans ce pays-là qu'il faut agir pour dénoncer le non-respect de ces normes, ou si c'est des normes françaises, mais auquel cas la filiale qui est située à l'étranger n'est pas soumise au respect des normes françaises. La loi sur le devoir de vigilance vise non pas le respect de normes strictes, c'est-à-dire que chaque société respecte les lois du pays dans lequel elle est établie, mais en revanche vise la prévention des risques nonobstant les normes applicables dans les différents pays. Ces risques au regard d'un référentiel normatif de référence, nous dit le législateur, référentiel normatif de référence qui est à la fois composé de textes relevant du droit dur, de type Convention de New York sur les droits de l'enfant, qui interdit le travail forcé des enfants, ou on pourrait penser l'accord de Paris, qui constitue la norme internationale de référence en matière de climat, mais aussi des normes de droit mou, telles que les codes de conduite de l'OCDE, ou le pacte mondial des Nations Unies qui fixe un certain nombre de principes applicables aux grandes entreprises. Voilà. J'espère avoir répondu à la question, voilà, qui n'était pas super claire, mais voilà. Oui, c'était parfait. Un autre intervenant veut réagir? Non. Nous allons passer du coup à la deuxième question qui est sur le live Facebook, posée par Christine Moiroux. Donc, on a beau légiférer, certaines multinationales productrices de produits nocifs pour les êtres vivants et la planète ne se sentent pas concernées par les lois. Certaines méritent que l'on porte plainte contre elles pour crimes contre l'humanité. Qu'en pensez-vous? J'imagine que ça prend ça aussi. Alors, crime contre l'humanité, non, parce que crime contre l'humanité, c'est de la compétence de la Cour pénale internationale qui est établie à La Haye et qui ne peut juger que des individus et non pas des personnes morales ni même des États. Ce sont en général des dirigeants, des chefs de guerre, etc., qui peuvent être renvoyés devant la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité. Voilà, donc les entreprises, non. En revanche, il y a un certain nombre d'actions en justice qui peuvent être faites, notamment pour l'objectif, et là, on en a eu une en préparation sur la question des produits phytosanitaires, pour aussi démontrer que l'ensemble de ces produits nocifs dont les externalités, mais là Frédéric Schluss pourra peut-être me corriger, mais en tout cas ces externalités qui sont considérablement préjudiciables à la biodiversité, aujourd'hui, elles sont supportées par la société tout entière. Et si on internalisait ces externalités négatives, c'est-à-dire si l'entreprise en supportait elle-même le coût, on se rendrait compte qu'un certain nombre de business models ne seraient tout simplement plus du tout viables, voilà, et s'effondreraient d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est le cas, à mon avis, à mon sens, de l'agriculture intensive, avec ces multitudes d'intrants qui contaminent tous les milieux, qui, si le coût du préjudice écologique qui découle de l'utilisation de ces produits était supporté par les entreprises, du coup, leur modèle économique tomberait. Voilà, donc c'est aussi le but aussi de ces actions en justice, c'est aussi de pouvoir dénoncer ça et de pouvoir dénoncer le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'externalités qui sont supportées par la société tout entière et donc par nos impôts à tous, alors que les profits qui sont générés par l'utilisation de ces produits ne sont partagés qu'entre les actionnaires de ces entreprises. Je ne sais pas si, du coup, Madame Frédéric Schluss voulait peut-être compléter. Du coup, nous, on avait une question, d'ailleurs, peut-être plutôt pour Madame Frédéric Schluss. Vous avez parlé de géographie de ségrégation environnementale. Je voulais savoir si on pouvait revenir
rapidement dessus et savoir quel était l'état de cette géographie de ségrégation environnementale en France, si vous avez des informations, et un peu pour tout le monde hein, lié à ceci, sachant qu'il y a une cartographie en quelque sorte des différents impacts environnementaux, et du coup, les actions vont être différentes. Comment permettre une coordination de l'activisme environnemental au sein des grandes organisations qui fonctionneraient du coup à ces différentes échelles et à ces différentes populations? Question peut-être un peu large, mais j'espère que Alors, ça ira. concernant la géographie de la ségrégation environnementale, c'est surtout des études aux États-Unis qui ont été faites, hein, qui montrent que l'implantation d'un certain nombre d'usines ou la destruction de certains milieux de qualité se font plutôt à proximité de populations qui sont des populations souvent identifiées par leurs origines ethniques. Bon, il y a des études qui ont été faites aussi en France sur ces questions-là, mais elles sont moins nombreuses et on engage en tout cas au niveau des scientifiques hein, à se préoccuper véritablement de ces questions-là, de ces questions des inégalités écologiques et environnementales qui peuvent être liées à des phénomènes de pollution, d'industrialisation, d'agriculture intensive, mais qui peuvent être aussi liées à l'accès à des espaces de qualité. Accès qui est difficile pour un certain nombre de populations. Donc, on manque vraiment de données et on manque en France, bon, même si un certain nombre de chercheurs travaillent là-dessus, on manque véritablement de cette… C'est un impensé scientifique et politique, cette question-là. Donc, il faut vraiment qu'on se mette en état de marche à la fois scientifique, mais aussi politique. Et puis là, vous parlez d'activistes ou d'ONG. C'est vraiment des questions qui sont fondamentales aujourd'hui. Et du coup, sur la coordination justement à ces différentes échelles, je ne sais pas si du coup William Faes ou Sébastien Mabille, qui sont dans des actions, que ce soit professionnelles ou associatives, ont des remarques. Pour la question associative, en tout cas, de ce que je sais dans le secteur dans lequel j'évolue, il y a des consortiums d'ONG, d'organisations qui se constituent. Climate fait partie à l'échelle nationale de la coalition jeune, donc d'organisations jeunes qui militent pour le climat. Et notamment, c'est grâce à ces consortiums, à ces forces de frappe, en fait, d'un ensemble d'organisations qu'on arrive encore plus à toucher notamment les politiques. Je prends un exemple concret. Cette coalition avait rédigé une tribune dans un journal, donc Ouest France, en décembre, pour interpeller les politiques. C'est notamment grâce à cette tribune que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris la décision d'instaurer une académie du climat au sein de Paris. Donc, en fait, c'est vraiment là qu'est l'importance de se regrouper et de aller ensemble, notamment faire du plaidoyer, donc soit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Il y a aussi des consortiums, donc Generation Climate Europe. Il y a aussi un consortium qui est financé par la Commission européenne qui s'appelle le Climact, donc qui regroupe Oxfam France, Oxfam Pays-Bas, Oxfam Belgique, Climate, enfin, en grosso modo, une association climat par pays. Et puis à l'échelle internationale, il y a tout ce qui est Climate Action Network, où c'est aussi des réseaux pour avoir justement une force de frappe toujours plus importante que seul dans son coin. Effectivement. Du coup, je ne sais pas si Monsieur Mabille voulait rajouter quelque chose par rapport à cette coordination qui peut être plus ou moins difficile à différentes échelles ou non, enfin, je pense que la question des inégalités environnementales suppose que, effectivement, désormais, de plus en plus, les organisations qui sont spécialisées en matière de droits humains, type Amnesty International, collaborent et travaillent sur les problématiques environnementales et avec des ONG qui étaient jusqu'à présent beaucoup plus sur la défense de l'environnement, des composantes de l'environnement, et qui s'intéressent aussi aux impacts sociaux de la dégradation de l'environnement. Donc, je pense que de plus en plus, tout est lié, ce qui suppose effectivement de travailler en coalition. C'est ce qu'on essaye de faire, ce que j'essaie de présenter, et de travailler ensemble sur des projets dans le cadre de plaidoyer commun. Merci beaucoup. Charlotte, tu avais une question?
Si je peux me Merci beaucoup. permettre juste Oui, sur allez-y. le tout Ah, excusez-moi. Allez-y, Madame Sus. Désolée. Si je peux me permettre sur le tout est lié que vient de mentionner Sébastien Mabille, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, y compris dans le domaine scientifique que je représente un petit peu plus, où on avait aussi une approche assez sectorielle. Les écologues travaillaient d'un côté, les anthropologues, les sociologues, et là aujourd'hui, il faut absolument qu'on apprenne et qu'on parvienne à travailler de manière intégrée. C'est une dimension qui est vraiment fondamentale. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question plus pour William Fays. Alors, comme beaucoup d'organisations et de mouvements le rappellent souvent, la situation environnementale est d'une grande urgence, comme le dit le célèbre slogan de Greta Thunberg, The House is on fire. Afin d'avoir une cohérence dans les actions plus évidentes pour l'opinion publique et pouvoir sensibiliser sur la crise environnementale, quelles sont selon vous les questions à considérer le plus ? Est-il alors par exemple plus important de se focaliser sur la responsabilité des entreprises ou les contributions individuelles, ou encore sur les droits humains violés en conséquence du dérèglement climatique? Alors, pour répondre à la première partie de la question, je pense vraiment que, comment dire, enfin, je vais plutôt répondre déjà à la deuxième partie de la question, ce sera peut-être plus simple. Je pense qu'il n'y a pas de sujet euh, qui mérite d'être traité plus qu'un autre. Encore une fois, et Sébastien Mabille et Frédéric Schluss l'ont bien rappelé, c'est l'ensemble, c'est un ensemble, c'est un tout. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, ce côté intersectionnel. On n'est plus juste dans de l'écologie. L'écologie, c'est à la fois enfin, il y a le développement de l'approche décoloniale de l'écologie, l'écoféminisme, tous ces mouvements qui sont importants et qui montrent l'intégration de tous les secteurs. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de, de, de choses à mettre plus en avant qu'une autre. Au contraire, il y a des ponts à créer entre les luttes. Et je pense que c'est ça qui est plus important, c'est arriver au maximum à trouver des points communs entre les luttes, et il y en a des dizaines et des dizaines, et à favoriser l'émergence justement de la convergence des luttes, et pas seulement être dans son coin et lutter que pour les changements climatiques, que pour l'écologie, puisque c'est systémique, c'est un système, c'est un ensemble, et c'est pas juste un pan qu'on essaye de changer. Voilà pour répondre à la deuxième partie de la question. La première partie de la question, c'était plutôt, si tu peux me rappeler, Charlotte, pardon, ce que c'était, parce que du coup, en passant sur la deuxième, j'ai un peu oublié. Alors, afin d'avoir une cohérence dans les actions plus évidentes pour l'opinion publique et pouvoir sensibiliser sur la crise environnementale, quelles sont, selon vous, les questions à considérer le plus? Ok. Pour l'opinion publique, en fait, ce qui est important, encore une fois, c'est de se retrouver, se regrouper à travers des consortiums, à travers des coalitions, et c'est là qu'on a le plus de force de frappe. En revanche, il faut aussi montrer que il y a différentes mouvances, et toutes les mouvances sont bonnes à prendre. Plutôt certaines organisations qui vont être dans de la désobéissance civile, etc. D'autres qui sont plus institutionnelles. Et donc, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui arriver à un consensus entre l'ensemble de ces organisations pour porter une voix vers les politiques, puisqu'il y a des mouvements qui sont différents, et c'est très bien, c'est de la divergence d'opinion, c'est de la divergence de méthodologie d'action, mais qui justement ont un impact, puisque certains vont être plus sur le terrain à aller s'accrocher tous ensemble devant des grandes entreprises, et d'autres, mais qui sont en lien, qui vont plutôt faire de la recherche, de la sensibilisation auprès des jeunes ou plus. Et donc, politiquement parlant, je pense que c'est vraiment toutes les méthodes d'action et toutes les façons de faire qui peuvent porter un message, mais qui sera un message commun sur la théorie, mais en revanche, dans la pratique et dans la façon de faire qui sera différente. Je ne sais pas s'il y avait du coup une remarque de Sébastien Mabille ou Frédéric Schluss sur en fait qui est la question un peu principale de ce débat, sur quelle méthode, ou est-ce que c'est un regroupement de ces méthodes qui parviendra à toucher le maximum de l'opinion publique, ou si vous avez des remarques ou pas.
sinon, on pourra conclure. Une remarque, je pense que ça a été dit par plusieurs des intervenants. Toucher l'opinion publique, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est faire changer les entreprises. Sébastien Mabille en a parlé. C'est aussi intervenir sur l'État, sur les politiques publiques. Il y a un nombre d'actions, mobilisation citoyenne, oui, mais pas que. Donc, c'est peut-être ça la complexité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire bouger les choses et les faire bouger relativement vite parce que, bon, je vous ai parlé du déclin de la biodiversité, le climat que je connais moins, même si, alors là, c'est plutôt à titre de citoyenne où je le connais, mais on est aussi en difficulté majeure, donc il faut faire bouger les choses vite, mais à différents endroits en même temps. C'est ça la complexité, certainement. Ouais, et puis moi, j'appuierais, et puis je dirais ce qu'a dit William est très juste, et que finalement, chacun d'entre vous qui nous écoutez pourra trouver sa place dans ce combat, que vous soyez plus tard chercheur, enseignant, activiste, juriste, etc., que vous ayez plutôt sur les actions directes de terrain à vous enchaîner comme le fait Extinction Rébellion, ou plutôt aller, et c'est comme fait Camille Etienne et William, à essayer de convaincre les députés. Je vais dire, tout est utile et tout est possible. Voilà. Il faut juste qu'on soit tous ensemble. C'est l'objectif qui compte, c'est pas les moyens. Merci beaucoup à tous et à toutes, aux intervenants et à ceux qui nous ont regardés. Si tu veux, Charlotte, faire un petit mot de conclusion. Merci beaucoup à tout le monde. Nous étions à peu près 40 à nous regarder. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Mais en tout cas, pour les intervenants, si vous voulez la conférence, l'enregistrement de la conférence, vous pouvez nous demander. Et sinon, pour ceux qui désirent la regarder, vous pouvez la retrouver directement sur notre page. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci encore.